Mr. Ambassador, can we ask you to press the speak button on the bottom of your screen? Thank you. We can see you now, sir. OK, thank you. Je répète. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur le Président Kosolino, merci beaucoup pour les paroles aimables que vous avez eues à l'endroit de mon pays et à mon égard. Mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup de l'intérêt que vous accordez à mon pays. Je suis nouvellement accrédité comme ambassadeur et ma vocation est de dialoguer, donc je suis très à l'aise pour venir me présenter devant vous, discuter, montrer ce qu'est l'Algérie, ce que l'Algérie veut faire, ce que l'Algérie est en train de faire. Alors, je suis désolé qu'on ne puisse pas pour l'instant se voir à cause d'une crise qui a tendance un peu à perdurer. Cela étant, et s'agissant de la crise du coronavirus, de la Covid, comme on dit, elle aurait pu être une opportunité de rapprochement encore davantage plus entre les pays du Nord et les pays du Sud, puisque nous parlons de la zone euroméditerranéenne. Ça n'a pas été le cas. Malheureusement, c'est une opportunité qui a été encore perdue pour la coopération, le travail ensemble, surtout qu'il s'agit de pandémies qui touchent tous les pays du monde. J'aurais aimé personnellement, c'est un vœu peut-être pieux, qu'il y ait plus de coopération, plus de solidarité entre le Nord et le Sud dans cette épreuve qui quand même dure depuis plus d'une année. Cela étant, je tiens à louer la solidarité de la Commission européenne, la coopération, l'ouverture dont la Commission européenne a fait preuve à l'égard des pays du sud de la Méditerranée, dont mon pays, dont l'Algérie fait partie, dans le cadre de ce qui a été appelé la réponse solidaire au Covid-19. Monsieur le Président, je suis tout à fait en phase avec vous et d'accord pour les points que vous avez donc souhaité qu'on aborde, c'est-à-dire la situation intérieure en Algérie. Deuxièmement, les relations avec l'Union européenne. J'espère que vous allez me donner la liberté de parler au-delà des relations commerciales. Les relations Algérie-Union européenne ne se limitent pas aux aspects mercantiles, comme on dit en italien. Elles touchent des aspects beaucoup plus importants. Mais je parlerai de la relation commerciale, cela étant. Et troisième élément, je parlerai du Maghreb, de la façon de notre région, le Maghreb, la région sahélo-saharienne, comment nous voyons la stabilité à l'aune de la venue de la nouvelle administration américaine et de ce que vous avez appelé avec beaucoup de pudeur, Monsieur le Président, les nouveaux acteurs. Je vais commencer par la situation en Algérie. Il y a eu le Hirak, il y a eu l'élection du président de la République. Le Hirak continue. Parallèlement, il y a eu des réformes. Il y a eu une nouvelle constitution dont j'aimerais vous dire quelques mots pour dresser les aspects les plus saillants, les aspects susceptibles d'intéresser les parlementaires que vous êtes, parce qu'ils vont probablement avoir un impact positif, j'espère, sur les relations entre l'Algérie, l'Union européenne, l'Algérie et la Commission. Alors, avant même son élection à la présidence de la République, le président Abdelmadjid Tebboune avait pris au titre de ses engagements électoraux un engagement donc de réaménager la Constitution pour réellement ancrer les règles de la démocratie dans le système politique algérien. Changer la loi électorale. J'aimerais vous dire brièvement ce qui a été apporté dans ce cadre. Premièrement, s'agissant de la Constitution, a apporté les innovations ci-après. L'introduction du principe donc du régime déclaratif pour la création des associations, de toutes les associations. Deuxièmement, le renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Dans une démocratie qui se construit, il est essentiel d'aller palier par palier pour assurer, consacrer la séparation des pouvoirs dans les faits, dans la quotidienneté et dans le vécu de la société, comme c'est le cas en Algérie. Alors, l'indépendance de la justice a été définitivement consacrée par le renforcement du principe de l'indépendance et de la constitutionnalisation du principe de l'inamovibilité du juge et les garanties afférentes. Il y a eu création d'une cour constitutionnelle. Nous n'avions pas à date de cour constitutionnelle. Il y a eu une création d'une cour constitutionnelle qui va mieux réguler l'ordonnancement constitutionnel et juridique en Algérie. En matière de transparence, il y a eu constitutionnalisation de l'autorité de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption. S'agissant des élections, autre nouveauté, il y a eu la constitutionnalisation, donc c'est inscrit dans la Constitution,
l'institution de l'autorité nationale indépendante des élections. Voilà globalement l'ensemble des innovations qui ont été apportées au titre de cette constitution. Il y a une innovation en politique extérieure qui est importante, c'est la projection militaire à l'étranger, évidemment dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre de la Ligue arabe. Donc, pendant plus de 50 ans, une doctrine très forte en Algérie était établie en vertu de laquelle l'armée algérienne ne sortait pas du territoire. La nouvelle constitution ouvre une fenêtre qui se veut une contribution de l'Algérie à la paix et à la sécurité dans le monde, tout comme les autres pays le font. Évidemment, ça sera fait dans le cadre des Nations Unies et à chaque fois, le Parlement algérien devra se prononcer de façon formelle au tiers des voix pour qu'il y ait donc une projection extérieure de l'armée algérienne. Maintenant, on parle du Hirak. Monsieur le Président, vous avez fort opportunément souligné qu'il y a des manifestations, il y a des marches, etc. Les marches continuent, l'État algérien entend les accompagner dans un cadre démocratique, dans un cadre organisé, c'est-à-dire que l'objectif ultime, c'est de faire en sorte, et je crois que c'est un objectif politique noble, de faire en sorte que le Hirak se dissolve dans l'action politique, que les demandes, donc les préoccupations qui sont portées par le Hirak soient intégrées par la classe politique algérienne et que les milliers de jeunes dont vous avez parlé puissent se retrouver activement impliqués dans la vie politique, qu'ils participent aux affaires de la cité, ce qui, à bien des égards, n'était pas le cas par le passé. J'aimerais à cet égard souligner l'apport fondamental de la nouvelle loi algérienne, la nouvelle loi organique sur la loi électorale, et souligner son apport, souligner les nouveautés qu'elle introduit dans le champ politique algérien et qui sont fondamentales parce qu'elles vont impacter de manière positive, j'espère, et de manière durable la société politique algérienne. Alors, la nouvelle loi électorale qui a été votée et qui sera mise en œuvre donc pour les élections à venir, les élections législatives, les élections générales du 12 juin prochain, pour la première fois dans l'histoire donc d'un pays arabe, d'un pays musulman, la règle de la parité est introduite, c'est-à-dire qu'il y aura 50% pour toute liste donc électorale, il y aura une parité totale entre les hommes et les femmes, 50%, 50%. Je rappelle que dans l'ancienne loi électorale, pour les élections donc aux assemblées élues, il y avait un quota de 30% qui était fixé. Aujourd'hui, avec le développement du pays, nous estimons que nous pouvons aller jusqu'à la parité totale entre les hommes et les femmes, 50-50, dans un schéma qui est destiné à réellement montrer le rôle de la femme algérienne. La femme algérienne est connue comme étant une femme dynamique, une battante, etc. Il est tout à fait donc légitime et normal qu'elle puisse avoir son droit à la parole dans ce domaine. Il y a une autre innovation apportée par cette loi, c'est que 40% des candidats 40% des candidats doivent avoir moins de 40 ans. On estime que pour pouvoir permettre donc à la jeunesse d'être représentée dans ces assemblées, etc., il faut que 40%, des listes comportent des gens qui aient moins de 40 ans. Enfin, troisième innovation, il y a une exigence pour qu'il y ait 30% de diplômés universitaires, c'est-à-dire 30% de personnes, de candidats, 30% doivent avoir au moins donc des bagages universitaires suffisamment solides pour devenir député, pour accéder à tous les titres, à tous les postes électifs en Algérie, que ce soit au niveau donc de la députation nationale, au niveau des wilayas, au niveau des assemblées, au niveau des mairies, etc. Donc voilà les principales innovations qui sont apportées par la loi algérienne. J'aimerais ajouter un élément, c'est que l'autorité nationale des élections qui organise et est responsable de l'ensemble du processus électoral du début à la fin vient de rendre publiques les listes
donc de candidatures. Il y a à peu près 2400 à 2500 listes de candidatures. La nouveauté est qu'il y a une majorité, à peu près 1400 listes, qui sont des listes de personnalités indépendantes, de personnalités de la société civile, etc. Voilà donc la concrétisation pratique de ce schéma. Il y a beaucoup de personnalités indépendantes, il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes, etc., qui se présentent comme indépendants et qui vont probablement contribuer à structurer, donner peut-être une nouvelle structuration, je n'en sais rien, peut-être structurer davantage le champ politique algérien. Ce n'est pas un secret que les partis politiques traditionnels ont plafonné en Algérie. Ils ont atteint, pour un grand nombre d'entre eux, leurs limites parce qu'ils ont été impliqués dans la mauvaise gestion passée. Il y a un appel, justement, c'est l'un des appels du Hirak pour que toute la société puisse s'exprimer. Donc, les réformes constitutionnelles, les réformes de la loi électorale ont toutes convergé pour permettre à l'ensemble du spectre de la société algérienne, les hommes, les femmes, les jeunes, etc., de s'exprimer pour qu'il y ait une représentation fidèle et fiable donc des ressortissants algériens au sein des assemblées élues. Voilà un peu, et évidemment, le vœu le plus cher donc, du président de la République est de pouvoir faire en sorte que toutes les franges de la société, toutes les franges de la société, tous les Algériens, les membres du Hirak, etc., puissent venir irriguer à leur tour, puissent venir donc féconder le terrain politique en Algérie qui est le leur. Pour accéder au pouvoir, il y a une seule méthode, ce sont les élections. C'est l'urne. Je crois que c'est le maître mot à retenir un peu du processus qu'il y a eu. C'est un processus politique qui a été commencé dans la difficulté, qui doit s'achever par le nécessaire dialogue pour que les uns et les autres, tout le monde soit convaincu que le seul moyen, voilà, d'accéder aux élections, c'est d'accéder au pouvoir, c'est le respect du processus électoral, l'état de droit et le développement de la démocratie dans ce pays. Voilà en quelques mots ce que j'avais à dire sur le. Vous m'avez donné 15 minutes, je vais essayer de ne pas les dépasser, Monsieur le Président. Et je vais passer. Donc les élections du 12 juin s'annoncent passionnantes. Il y aura, en tout cas, il y a déjà un grand nombre de candidats. Les prémices sont bons et il est à espérer que ça sera une étape qualitative nouvelle dans le processus d'affirmation de la pratique démocratique en Algérie. Et je passe maintenant, si vous permettez, Monsieur le Président, aux relations entre l'Algérie et l'Union européenne. Je commencerai par répondre à votre souhait. Vous avez émis le vœu que je parle un peu des relations commerciales, des difficultés. Il y a un petit problème commercial, ne l'exagérons pas. C'est ce qui est normal entre deux partenaires. Disons, dans une relation aussi importante, il est normal qu'il y ait de temps en temps des petites difficultés commerciales. Il y a un groupe de négociation qui se réunit une fois par semaine, qui est en train de travailler. J'ai bon espoir pour ma part que assez rapidement, dans des délais raisonnables, ce groupe de travail puisse aboutir à une solution consensuelle, donc acceptable pour les deux parties. Je ne vais pas élaborer davantage sur les pourquoi, etc., les difficultés commerciales et économiques de l'Algérie. Je parlerai donc plutôt, j'essaierai de positiver en posant le principe que nous avons un accord d'association, nous avons un dialogue politique, nous avons un dialogue stratégique, nous avons un grand nombre d'instruments de coopération qui sont à notre disposition. Bien sûr que la relation entre l'Algérie commerciale, entre l'Algérie et l'Union européenne est déséquilibrée. Elle est structurellement asymétrique et déséquilibrée parce qu'il s'agit d'un pays en développement et d'un grand ensemble qui existe depuis 60 ans, qui est extrêmement puissant. Moi, je dis que rééquilibrer les relations entre l'Algérie et l'Union européenne doit passer par une mise en application intelligente, ordonnée et structurée de l'ensemble des éléments, de l'ensemble des chapitres qu'il y a dans l'accord d'association Algérie-Union européenne. Qu'y a-t-il dans cet accord? Il y a, paradoxalement,
Le seul aspect qui a été exécuté totalement, qui a été fini, c'est le démantèlement tarifaire. Bien sûr, c'est ce qui semble intéresser, en tout cas, je peux le comprendre, beaucoup de nos amis européens. Mais il y a d'autres chapitres. Il y a le chapitre relatif aux relations économiques, le chapitre relatif à l'investissement, le chapitre relatif à la coopération scientifique et technique. Il y a le chapitre relatif au programme JAI, qui existe, puisque l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne est un accord dernière génération. Il y a tous ces chapitres. Eh bien, ce sont ces chapitres qui, une fois revitalisés, une fois qu'ils auront reçu suffisamment de consistance, pourront nous permettre, je pense, j'espère, d'équilibrer, d'avoir plus d'investissements européens en Algérie, même si le constat n'est pas très reluisant. Il faut travailler justement pour faire en sorte que l'accord d'association devienne un élément paritaire d'appropriation par les deux parties de l'accord d'association, qu'il devienne un élément dynamique de développement et d'élargissement des relations entre l'Algérie et l'Union européenne. Voilà un peu la vision que j'ai, qui est la vision du gouvernement que je représente, la vision algérienne sur l'accord d'association, sur ce qu'il y a, donc les petites difficultés commerciales. Nous sommes surtout mus par le vœu d'élargir davantage, d'ancrer, si vous voulez, les relations algéro-européennes dans une vision moderne, dans une vision résolument solidaire, dans une vision positive, sortir un peu de la vision commerciale qui me paraît à moi modestement étriquée. Elle ne représente pas la réalité des relations humaines, des relations politiques, des relations stratégiques, des relations de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, surtout si on se projette vers un avenir dans lequel il y aura davantage d'intégration économique entre l'Algérie et l'Union européenne, entre le nord et le sud de l'Europe. J'en arrive maintenant au troisième point que vous avez souhaité discuter, Monsieur le Président. Vous avez parlé des nouveaux acteurs dans la région du Maghreb. Vous avez parlé de la notion de stabilité. Justement, laissez-moi souligner un petit peu l'apport de l'Algérie en tant que pays pivot dans la stabilité des pays de la région. Vous savez que nous sommes impliqués dans la plupart des processus de paix. Nous sommes impliqués au Mali, où l'Algérie joue un rôle de premier plan, un rôle de leadership depuis qu'il y a eu les accords d'Alger. Nous sommes impliqués également dans la stabilité du Sahel depuis bien longtemps, depuis l'année 2009, l'année de la création du CEMOC, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'état-major des pays de la région. Nous sommes impliqués en Libye parce que nous partageons simplement 1000 km de frontières avec la Libye, parce que nous avons toujours eu des relations très fortes avec la Libye et parce que nous entendons apporter notre contribution à la stabilisation de la Libye, surtout en cette période cruciale, en cette période un peu de rétablissement du souffle de paix. Rétablissement du souffle de paix. Pourquoi? Parce que il y a des installations il y a des institutions qui sont encore fragiles. Le gouvernement provisoire, etc., qui doit être renforcé, qui doit être solidifié, qui doit être mis donc en position de renforcement pour aller vers l'organisation des élections. L'organisation des élections en Libye n'est pas une chose aisée. Et on a vu en 2014, au dernier moment, le processus a déraillé. Il y a eu des élections qui n'ont pas été respectées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important de travailler. Et vous m'avez parlé des nouveaux acteurs pour que je ne perde pas le fil. S'agissant de la Libye et connaissant les nouveaux acteurs, que nous appelons évidemment des forces étrangères, parce qu'il faut bien appeler un chat, même en diplomatie. Nous avons une position très claire depuis le début qui consiste à réfuter, rejeter l'existence de troupes étrangères. La solution, justement, doit être facilitée par le retrait des troupes étrangères, de toutes les troupes étrangères, des troupes étrangères et évidemment des milices étrangères, le cas échéant. C'est la condition essentielle, en tout cas c'est notre religion, s'agissant de la stabilisation de la Libye. Il est important qu'une solution soit trouvée dans le cadre du respect de l'unité de la souveraineté de ce pays. Il doit y avoir une seule initiative,
le monde, en tout cas la région, a suffisamment souffert de la démultiplication des initiatives sur la Libye. Une seule initiative, c'est l'initiative des Nations Unies. Toutes les autres initiatives, toutes les autres idées, initiatives, etc., ou démarches doivent s'inscrire dans le cadre du processus onusien. L'initiative de Berlin, précisément, qui est excellente, qui a permis de relancer résolument ce processus, s'inscrit dans le cadre des Nations Unies. Elle n'a pas d'autre prétention. Et l'Algérie n'a pas d'autre prétention que d'apporter sa solution. Donc, d'apporter sa contribution, à la résolution de l'ensemble des conflits. Quand je dis de l'ensemble des conflits, il y a également, je fais référence à la question du Sahara occidental, pour laquelle vous connaissez notre position. L'Algérie est le seul pays de la région qui n'a pas de revendication, qui a toujours dit depuis 60 ans qu'elle n'avait aucune revendication sur ce territoire et que son souhait est de pouvoir apporter sa contribution dans le cadre des Nations Unies à une solution juste et durable de cette crise qui tienne évidemment en compte, qui prenne en ligne de compte le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, droit qui est consacré au demeurant par les Nations Unies. Nous ne l'avons pas inventé. Ce droit existe, il est consacré. Donc, il faut trouver une solution qui puisse conforter ce droit. C'est ça l'attitude de l'Algérie au regard de cette question. Maintenant, s'agissant de la nouvelle administration américaine, l'Algérie a salué l'arrivée de la nouvelle administration américaine. Notre pays a émis le vœu, notre pays est convaincu également que la nouvelle administration américaine ne sera pas une administration pressée, c'est-à-dire une administration tentée d'imposer, de tordre le bras à d'aucuns au nom d'intérêts qui ne sont pas très clairs, d'intérêts obscurs. Nous sommes convaincus que la nouvelle administration est venue, est en place, elle a tout le temps, elle a les connaissances suffisantes pour accompagner à tout ce processus de stabilisation de la région, des pays du Sahel, du Mali, donc de la région du Maghreb, de l'Afrique, et d'accompagner l'Union africaine, qui est l'organisation qui nous représente tous, d'accompagner l'Union africaine et d'accompagner les principaux pays pour une plus grande stabilité, pour une plus grande fluidité des relations, une meilleure entente entre tous les pays. Là, et en tout cas, c'est notre compréhension des choses. C'est notre vœu également, le vœu de l'Algérie, de pouvoir donc développer des relations extrêmement positives, extrêmement fructueuses avec l'administration américaine nouvelle, tout comme elle travaille avec les grands pays voisins de l'Union européenne, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je vois que j'ai dépassé d'1 minute à peu près. Je m'en excuse, Monsieur le Président, et je suis à votre disposition au cas où il y aurait des éléments que je n'aurais pas suffisamment mentionnés. Sur l'ensemble des questions, je suis tout à fait ouvert. J'espère que j'aurai bientôt l'occasion de venir vous saluer collectivement et individuellement pour discuter davantage, voir ce que nous pourrions faire. Et précisément entre l'Algérie et le Parlement européen, voilà, il me revient un élément qu'il me tenait à cœur de souligner. Je suis là pour dialoguer. L'Algérie est là pour dialoguer avec vous. Nous voulons dialoguer dans le cadre du respect. Le fait qu'on discute des questions de droits de l'homme est un fait qui est acquis. En revanche, le fait qu'il y ait des résolutions avec une tonalité forte, parfois une tonalité blessante pour les peuples des pays partenaires, est une chose qui est difficilement acceptable. Je crois que quand on parle de résolution, la première des choses est au niveau de la délégation du Maghreb de consulter avec l'ONU. Il n'y a eu aucune consultation si je me réfère à la dernière et malheureuse résolution qui a été votée. J'étais directeur général pour l'Europe en charge. Je peux vous dire que de mémoire de fonctionnaire, on n'a jamais vu une résolution aussi forte, une résolution qui demande à l'État algérien de tout abandonner. Alors, autant dire que notre vœu est d'ouvrir une nouvelle page, faite de dialogue, faite de coopération, faite de conviction mutuelle, une phase de dialogue assise sur l'amitié et la coopération. La critique est bonne quand elle est raisonnable.
Pour cela, nous sommes très ouverts et j'aimerais pouvoir discuter avec vous un jour de la possibilité donc de revitaliser le conseil de mixte parlementaire que nous avons, au-delà de créer donc des mécanismes pour qu'il y ait des délégations du Parlement européen qui aillent en Algérie, qui aillent visiter, voir, qui ne se contentent pas de ce que les gens, de ce que d'aucuns partiaux viennent leur dire, etc., qui discutent avec les officiels, qui voient les ambitions, les attentes de l'Algérie en matière de coopération, en matière de dialogue. Nous sommes un pays fermé, vous savez, nous sommes un pays ouvert, nous ne sommes pas un pays fermé. Vous savez, on est à 2 heures de Bruxelles. Moi, j'ai été surpris de voir que, en matière de délégation parlementaire, il y avait depuis 3 ans rien. Qu'est-ce qui empêche d'aller discuter? Qu'est-ce qui empêche de recevoir des délégations parlementaires algériennes, des délégations de la société civile, des délégations du gouvernement algérien pour expliquer ce que le gouvernement algérien est en train de faire dans beaucoup de domaines? Voilà, Monsieur le Président, je sais que vous n'allez pas partager ma franchise. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de l'intérêt que vous accordez à l'Algérie et je suis à votre disposition. Merci beaucoup.